Bonsoir à tous. Eh bien, bienvenue pour une nouvelle soirée de stream. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que, vu que c'est le soir d'Halloween, vous avez fait des réserves de bonbons. Ce soir, on va continuer tranquillement notre aventure avec les transistors bipolaires. Et puis, ça va nous emmener comme ça à regarder un petit peu les montages suivants et notamment comment on peut faire une... Oh, Macol! Bonsoir à toi. Macol nous prend un abonnement et c'est son cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous avons également Little Black qui nous dit bonsoir et qui intervient pour la première fois sur le chat. Bienvenue à toi. Et ensuite, nous avons visiblement un spammer. On va régler ça rapidement. Hop. Allez, oust, dehors. Tac. Bloqué. Allez, c'est parti. Et au revoir à toi. Alors, nous avons également, oula, plein de monde ce soir. Bumblebee a pris également un abonnement. Merci à toi, Bumblebee. C'est la cinquième fois également. Nous avons Tim Tim, bonsoir à toi. Nous avons Net Eagle et bien sûr tous les habitués, Voin, Sarpenteur, Fixou, comment dire, le fidèle René Paul. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien ce soir. Bon, si l'image et si le son sont OK, n'hésitez pas à me le confirmer dans le chat. On va pouvoir attaquer ce soir tranquillement parce qu'on a un programme un petit peu chargé. Little Black nous dit découvert il y a peu, un plaisir que de visionner toutes ces informations. Je mange avec plaisir tes partages. Merci à toi. Eh bien, écoute, Little Black, ça me fait très plaisir que ça vous plaise. Donc n'hésite surtout pas, hein, si tu as des questions ou quoi, tu interviens sur le chat, tu postes tes questions sur Twitter, voilà, j'y répondrai avec grand grand plaisir. Hardman me confirme que le son et l'image sont bons, donc écoutez, je vous propose, sans plus attendre, de reprendre un petit peu là où nous en étions. Alors, on va reprendre le bon vieux papier et on va pouvoir, comme ça, reprendre un petit peu nos petits dessins. Donc le montage sur lequel nous avons passé du temps ces dernières semaines, c'est un montage qu'on appelle l'émetteur-follower, hein, l'émetteur-suiveur. Donc je vous rappelle qu'en général, il se compose comme ceci d'une résistance qu'on choisit de manière judicieuse. Voilà. Et en fait, la sortie du signal se fait au niveau de l'émetteur de notre transistor. Voilà. Et nous avons vu que dans une... Alors je vais quand même mettre une petite tension d'alimentation à tout ça. Et nous avons vu que afin d'éviter le clipping, il était souhaitable de positionner correctement la tension de sortie au repos. Tout simplement pour éviter d'aller buter sur le VCC ou d'assécher complètement l'intensité dans cette branche-là. Donc nous avions fait ceci sous cette forme-là, en fait, avec un pont diviseur à cet endroit-là. Voilà. Et histoire d'empêcher la composante continue de passer, nous avions un condensateur à l'entrée, un condensateur à la sortie. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que le condensateur à l'entrée, il faisait un filtre RC avec ces deux résistances-là. Et le condensateur à la sortie, lui, eh bien, il faisait un filtre RC avec en fait la charge, qui est le circuit que nous allons nourrir à l'aide de notre montage. Voilà. C'est un passe-haut, exactement, Voice. Tout à fait. Ce sont même deux passe-hauts, ici et là. Alors,
nous avions vu ensemble comment dimensionner tout ça. Juste histoire de bien fixer les choses, parce que, bah, comme on dit, hein, répéter, c'est enseigner, enseigner, c'est répéter. Je vous rappelle très très rapidement la démarche. Nous nous étions fixés ce qu'on appelle un courant de repos, hein, le quiescent current, voilà, IQ. Et nous avions dit que, grosso modo, eh bien, l'intensité qui rentrait comme ça dans le collecteur était la même que l'intensité qui sortait de l'émetteur, moyennant un petit arrondissement de l'intensité qui rentre par la base, mais qui est supposée toute petite. À partir de là, nous sommes en mesure de déterminer cette tension avec la loi d'Ohm, et on n'oublie pas qu'en fait, la liaison base-émetteur se comporte comme une diode. Et si elle se comporte comme une diode, on a ici la tension de la diode, la tension de seuil de la diode qui est de l'ordre de 0,6 volts pour une diode au silicium. Voilà. Donc, une fois qu'on avait déterminé ça c'était l'étape numéro 1. Cela nous permettait de connaître ici le potentiel de ce point-là, qui était égal à cette tension plus les 0,6 volts. Et une fois que nous avions ceci, nous pouvions définir, hop, ici, le pont diviseur. Voilà. Bonsoir Irsla, bienvenue à toi. Et ce pont diviseur, on le dimensionnait en fait de deux façons différentes, enfin à l'aide de deux hypothèses différentes. La première, c'était que ce pont diviseur devait nous placer le potentiel de la base au point que nous désirions. Et la deuxième, c'était que ce pont diviseur-là devait représenter l'impédance d'entrée. D'accord ? Donc ces deux résistances-là mises en parallèle devaient être petites par rapport à RE vu au travers du transistor. Donc RE fois HFE. HFE, je vous le rappelle, étant le coefficient d'amplification de mon transistor, le fameux bêta. Une fois qu'on avait établi ces petites équations, nous avions complètement déterminé RE et puis les deux résistances R1 et R2 qui permettent de positionner ce point à la base. À ce moment-là, puisqu'on connaissait le R, on déterminait le C ici de façon à créer un filtre RC dont la fréquence de coupure nous allait bien. Voilà. Voins, est-ce que je peux rappeler si ce montage est également amplificateur? Oui, tout à fait, je le peux. Ce montage est ce qu'on appelle un suiveur. Donc un suiveur, c'est quelque chose dont le but est principalement de faire de l'adaptation d'impédance entre une source et une charge. Donc on ne le prend pas pour ses propriétés d'amplification, vu que le coefficient d'amplification, il est en général environ de 1. Voilà, il n'est pas très très loin, il est juste un peu en dessous généralement. Voilà. Donc des amplificateurs, on va commencer à en voir ce soir. Bon, ça nous donnait un premier filtre RC qui nous donnait, en fait, on déterminait le C en fait en positionnant notre fréquence de coupure par rapport à la gamme de fréquences qui nous intéressait. Bonsoir à toi, PDP Maker, bienvenue à bord. Il restait à dimensionner ce deuxième condensateur-là. Et pour ce faire, en fait, on partait un peu du même principe. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce condensateur-là forme lui aussi un filtre RC par rapport à la charge. Nous n'avons pas la charge, voilà, mais on peut supposer que la charge est grande par rapport à RE. C'est-à-dire, on va supposer qu'en fait, la charge est adaptée. Voilà. Bonsoir Alexia, oh, et merci beaucoup pour l'abonnement, Alexia. Alexia s'abonne pour son 4e mois consécutif. Bonsoir à toi également. Donc, du coup, plutôt que de dimensionner ici le RC par rapport à la résistance de charge, nous l'avons dimensionné par rapport à la résistance d'émetteur, ce qui nous a permis, là aussi, en plaçant notre fréquence de coupure au bon endroit, eh bien, de déterminer la valeur de C. Voilà.
Alors, Voins nous dit, ça c'est le type de transistor qui a un gain de 1, c'est bien ça? Alors Voins, non, ce n'est pas le transistor qui a un gain de 1, c'est le montage de ce transistor. Les transistors qu'on va manipuler là, ils ont généralement des, comment dire, des gains en intensité qui sont de l'ordre de 100 à peu près, voilà, ou en tout cas de une à plusieurs centaines. Ce qui fait que c'est un suiveur, c'est la façon dont on a dimensionné et choisi les composants autour. Voilà. Donc, du coup, ici, dans ce montage-là, le transistor nous permet de faire un montage suiveur, mais le suiveur, c'est l'intégralité de ce montage. Voilà. Donc, nous en étions restés là, et d'ailleurs, j'en profite pour corriger une grosse bêtise que j'ai dite la dernière fois pendant le live. Voilà, j'en suis désolé, ça m'arrive de dire des âneries. Quand on regarde un circuit RC, d'accord, en fait, on a, si vous vous rappelez bien, on trace sa fonction de transfert, voilà, avec en général son gain exprimé en décibels par rapport aux fréquences aux pulsations, pardon, ou aux fréquences, hein, à 2 pi près, c'est la même chose. Voilà. Et donc, un filtre comme celui-là, d'accord, qui est un filtre passe haut, d'accord, eh bien, on a quelque chose qui est de ce goût-là, c'est-à-dire qu'on a 0 dB en haut, d'accord, et on atténue, hop, vers le bas, avec ici une fréquence de cassure qui est le WC, qui est la pulsation de coupure. Voilà. Et en général, en fait, si on regarde, donc j'ai dit ici c'était 0 dB, hein, voilà. Et si on regarde la courbe, donc ça ce sont les asymptotes, hein, ce sont les tangentes, d'accord. Si on regarde la courbe réelle, en fait, on va avoir quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, à la fréquence de coupure, nous sommes très exactement à moins 3 dB. Donc, moins 3 dB, c'est comment dire, c'est le point qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est le point pour lequel, en termes d'amplitude, on est à une atténuation de 0,7, mais en termes de puissance, on est à 1,5. C'est-à-dire que la moitié de la puissance, à peu près, est transmise. D'accord? Là où j'ai dit une grosse bêtise la dernière fois, et je m'en veux encore, c'est que cette tangente-là, je vous l'ai dit qu'elle était à moins 3 dB par décade. Non, non, c'est moi qui me suis complètement ramassé la tête. Elle est à moins 20 dB par décade. Voilà. Donc, cette pente-là, voilà, j'ai dit une énorme ânerie la dernière fois. Elle est à moins 20 dB par décade. Je ne sais même pas comment j'ai pu me tromper à ce point-là. Par contre, ici, ce qui reste vrai, c'est que nous avons un premier filtre RC avec un deuxième filtre RC ici. Et donc, voilà, c'est moins 6 dB par octave. Merci Alexia. Et donc, du coup, puisque je vais atténuer 2 fois, d'accord, c'est un problème et c'est ça qui nous a amené à redimensionner un peu nos condensateurs. C'est-à-dire que le premier, à la fréquence de coupure, atténue à moins 3 dB. D'accord? Sauf que, juste après le montage suiveur, on reprend le deuxième filtre et de nouveau, on applique moins 3 dB. Et c'est de là que vient le moins 6 dB dont je vous parlais. Voilà. Et c'est pour ça que moins 6 dB, pile pour la fréquence qui nous intéresse, hein, vu que nous, on l'avait défini entre, alors j'ai plus les nombres en tête, hein, entre 20 Hz et je ne sais plus combien, 200 kg, quelque chose comme ça. Eh bien, en fait, ça aurait voulu dire que les 20 Hz, on les atténuait à 2 fois moins 3 dB, donc à moins 3 dB plus moins 3 dB, moins 6 dB. Et donc, c'est pour ça, c'est totalement pour ça que on avait un petit peu étendu, décalé, en fait, la fréquence de coupure,
de façon à ce que la fréquence qui nous intéresse ne soit pas trop atténuée. Plutôt que d'atténuer trop celle-là, il vaut mieux sélectionner une plage qui est plus large et éviter en fait de couper les fréquences qui nous intéressent. Voilà, donc petit mea culpa, ça c'est, enfin gros mea culpa, j'ai dit une ânerie et je tiens totalement à la corriger. Voilà. Est-ce que cette démarche est claire pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça c'est bon? N'hésitez pas à intervenir dans le chat, s'il vous plaît. Ça me permet de vérifier que j'ai pas perdu tout le monde dès les 5 premières minutes. Oui? Voilà. Macol, c'est plus clair parce que je sais que tu galérais à prendre des notes la dernière fois. J'espère que là, ça va un petit peu mieux. Ok, nickel, super. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas. Ça va... Comment dire? Ça va s'arranger. Ça va se faire tout seul. PDP Maker nous dit un petit rappel sur une décade. Eh bien, une décade, c'est tout simplement le fait de multiplier par 10 une fréquence. Tu passes de 10 à 100, 200 à 1000, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une décade. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, maintenant que ceci est fixé, j'avais clôturé la dernière fois en attirant votre attention sur le fait qu'il existe d'autres moyens d'imposer ici un potentiel fixe à la base, enfin de faire un biais, d'accord, de fixer le potentiel au repos de la base. Donc, du coup, un autre exemple de montage qu'on aurait pu imaginer, c'est celui-ci. Hop. On va se placer ici aussi. Hop. Et on prend la sortie ici. Voilà. Donc, si on prend ce montage-là, on pourrait se dire à la base, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on pourrait complètement fixer l'intégralité des valeurs qui sont ici, en fait en se disant, bon, comme précédemment, je fixe la tension de sortie au repos qui m'intéresse, je fixe IQ, l'intensité au repos qui traverse mon transistor, j'en obtiens ici la tension qui va bien, donc ça me permet de définir cette différence de potentiel là, voilà. Et ensuite, je sais que ici, ce qui m'intéresse, c'est l'intensité de base, IB, et que cette intensité de base, on va avoir à peu près IQ qui vaut bêta IB. Voilà. Et donc, on va choisir ici la résistance de façon à imposer le IB qu'on veut, avec toujours ma différence de potentiel ici de 0,6 volts. Voilà, ça ne change pas grand-chose sur le principe, en tout cas sur le papier. Sauf qu'en pratique, ceci est considéré comme une très mauvaise idée. Alors vous allez me dire quelle est la différence avec le précédent? Eh bien, c'est qu'en fait, ici, d'accord, on suppose que l'intensité qui sort ici est négligeable. Et donc, on l'impose le potentiel de la base par rapport, là, à un pont diviseur. D'accord? Et on veut que ce pont diviseur, on le calcule à vide, hein, même s'il faut, on veut que ce pont diviseur, en fait, m'assure un potentiel ici. Donc, vous voyez que ce calcul-là ne dépend absolument pas du coefficient bêta ou HFE, comme vous préférez, de mon transistor. Par contre, dans cette démarche-là, pour imposer le potentiel qui est là, d'accord, j'ai besoin du courant IB, puisque je vais appliquer une loi d'Ohm sur cette résistance-là. Et puisque j'ai besoin du courant IB, ça veut dire que je vais utiliser cette relation-là.
Et ça, c'est une très très mauvaise idée pour plusieurs raisons. La première, c'est que le bêta, en fait, change énormément de valeur euh, même dans un lot de transistors, hein, c'est ce que je vous disais, bêta n'est pas fiable, d'accord? Et ensuite, bêta va aussi évoluer en fonction de plein de choses. Il va évoluer en fonction de la tension collecteur-émetteur, il va évoluer en fonction de la température. Et en fait, ce design-là, il fonctionne. Ah, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il fonctionnera. Vous le mettez en simulation ou même vous le mettez sur la table, il fonctionnera. Simplement, il ne sera pas du tout fiable puisque le coefficient bêta joue un rôle et pouvant être extrêmement variable. Bah, si vous le montez 4 fois ou 5 fois, ou même si vous mettez 5 fois le montage l'un à côté de l'autre, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes comportements. Et bah, en électronique, on n'aime pas trop ça. On aime bien quand les choses sont répétables. Alors, ce que je vous propose un petit peu pour illustrer ça, oui, tu as raison, toi, donc fais un détecteur de canicule, quoi. C'est un peu l'idée, tout à fait. Alors, ce que je vous propose un petit peu pour illustrer ça, c'est justement de regarder ensemble une petite vidéo qui est sortie il y a un peu moins d'un mois, je crois, par comment dire, un YouTuber très connu qui s'appelle Electroboom. Alors, je vous propose de la regarder ensemble et nous allons voir un petit peu exactement ce qu'il en dit. Voilà. Et on va voir que au départ, il l'utilise, mais il fait un petit commentaire au fur et à mesure. Je vous bascule dessus. J'espère que le son fonctionnera. N'hésitez pas à crier dans le chat si le son n'est pas bon. Constant collector voltage is 2.5 volts, and for the collector current, let's pick 10 milliamps. So with 2.5 volt on collector resistor, this means the resistor would be 250 ohms. But alors ici, le montage qu'il est en train de t'expliquer n'est pas un montage suiveur, hein, comme le nôtre, d'accord? Là, on est sur un montage qu'on va nous voir un peu plus tard, mais ce n'est pas grave, c'est exactement le même raisonnement, là en l'occurrence, d'accord? Vous avez une résistance RC, il fixe son intensité de collecteur à 10 mA, il fixe la valeur VC qui l'intéresse, voilà, donc il veut placer le collecteur de son transistor à 2,5 volts, et il fait donc un simple calcul de loi d'Ohm pour fixer RC, donc il obtient 250 ohms. J'imagine qu'il va prendre derrière une valeur un peu plus normalisée. closest I have is a standard 270 ohms, which means collector current is around 9 milliamps for the same 2.5 volts. Good, so now we can calculate the base current. Looking at the datasheet. Et là, les choses se compliquent. Bonsoir Tréguy. Alors, les choses se compliquent, pourquoi? Parce que si vous regardez la datasheet, alors là, je ne sais pas ce qu'il a pris, je pense que ça doit être un 22-22, le très très grand classique. En fait, vous voyez que autour des 10 milliampères sur lesquels il compte se placer, en fait, vous n'avez pas une valeur fixe de HFE. Vous avez quelque chose qui est situé entre 100 et 300. Regardez bien sur la vidéo, vous avez ici le 100 et ici le 300. Voilà. Donc vous voyez, je pense que on a vite un problème, hein, c'est que ce bêta n'est pas quelque chose de fiable du tout. Yeah. HFE not only changes significantly by the collector current, even at a fixed IC, there can still be a huge variation. That's why we should design a circuit that doesn't rely so heavily on the inaccurate transistor parameters. But anyway, let's assume HFE is around 200, so IB should be around 45 microamps, and so the base resistor would be around 97 kiloohms. Voilà. Et donc là, en fait, vous voyez clairement que il le précise, hein, il est très honnête dans sa vidéo, il le dit, ce n'est pas une bonne idée de faire un circuit comme celui-ci, parce que le bêta est beaucoup trop variable. Voilà. Il le fait, il l'assume, et c'est normal, vu qu'il est en train de réaliser un cours. Mais il y a une différence, en fait, entre le cours et la vie pratique, hein, c'est que typiquement, ce genre de choses-là, vous allez les éviter
vous allez les éviter dans le design d'un circuit. Alexia nous dit à ce niveau, 100 à 300, c'est pas une fourchette, c'est un boulevard. Oui, mais en fait, on pourrait prendre énormément d'autres transistors, Alexia. On aurait quand même à peu près la même fourchette. C'est-à-dire qu'on aura un x3, x4. Allez, dans le meilleur des cas, on aura un x2. Et un x2, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut admettre en fait dans un dimensionnement. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, parce que tout simplement, on va continuer autour des montages à transistors. Et ce genre de calcul, en fait, l'émetteur-suiveur, c'est un montage qui est simple au niveau des calculs. Et en fait, comment dire, c'est un bon exemple. En fait, c'est pour ça qu'on le traite très souvent en premier. C'est que ça vous permet de voir très facilement les calculs d'impédance d'entrée, les calculs d'impédance de sortie. Et en fait, ça permet assez facilement de voir les do and don'ts, hein, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je lis un petit peu le chat. Voins qui nous dit c'est clair, bon tant mieux. Arpenteur nous dit pour dimensionner sereinement, faut-il prendre un faible HFE? Non, non, non. En fait, pour dimensionner sereinement, il faut mieux penser son montage. Et c'est vraiment l'idée de ces montages de référence que je vous fais. Si vous partez sur un circuit comme celui-ci, d'accord, peu importe en fait que vous ayez un gros HFE ou un petit HFE, vous aurez toujours en fait une incertitude. La seule manière que vous avez de gérer cette incertitude, enfin une des manières, c'est en fait de faire un circuit dont le dimensionnement ne repose pas sur cette équation-là. Et comme ça, vous êtes à l'abri, vous êtes totalement à l'abri. Voilà. En fait, même si on avait un lot de transistors parfait avec le même bêta accordé, etc., comme le dit très justement Voins, ça varie aussi en fonction de la température. Donc, mauvaise idée. Voilà. Il ne faut pas reposer du tout sur ce ratio-là. Tregui nous dit ouais, mais nous on est des amateurs, on fait n'importe quoi et ça passe. Si on devait respecter les courbes de température pour solder avec nos fers à 30 €, on n'aurait jamais réussi une soudure. C'est pas faux, Tregui. Mais là, l'idée quand même en design, c'est justement si tu pars sur une bonne base de design, eh bien de façon générale, tu obtiens quelque chose qui est plus tolérant à l'erreur. Et tolérant à l'erreur, ça te permet de faire des assemblages avec des moyens qui ne sont pas tout à fait, on va dire, ceux d'une grande usine de production. Bonsoir à toi, Tix le Geek, bienvenue. Voilà, Arpenteur nous dit le fer à souder de Chang. Tiens, en parlant de fer à souder, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un petit peu. Petit à petit, le labo avance. Et voilà, les fers à souder, le four à refusion sont en cours d'installation. Donc voilà, on va pouvoir bientôt faire ces fameux... Oh là là, j'ai déréglé la caméra du coup. On va bientôt pouvoir faire ces fameux petits tutos soudure dont on parlait. Bonsoir Julien, bienvenue à bord. Alors, ceci étant, je crois que nous pouvons clôturer ici le chapitre sur les émetteurs suiveurs et pouvoir passer à la suite. Donc, pour la suite, je vous propose aujourd'hui de regarder comment, avec des transistors, fabriquer une source de courant parfaite. La source de tension, on en a déjà pas mal parlé, voilà. La source de courant, c'est quelque chose qui est un peu moins naturel en général. On aime mieux raisonner en tension, surtout au début. Et pourtant, c'est un outil qui est formidable. Alors, je vois que ça a beaucoup parlé sur le chat. Alors, attendez, je vais remettre le chat en face de moi, comme ça au moins vous aurez un peu moins l'impression que je regarde sur le côté. Voilà. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc, alors, il y a plein de petites digressions. Vons nous dit... Alors, Netigel nous dit, quelle référence de fer à souder? C'est toujours pareil, hein, ça va vraiment dépendre de ton budget. Là, ce que j'ai là, c'est 2 stations Weller. Et j'aime beaucoup Weller. C'est des très très bons fers.
mais on rentre dans le matériel professionnel, ça coûte une blinde. Vraiment, vraiment, vraiment très, très cher. Si vous voulez partir, en tout cas, sur des fers à souder de bonne qualité, euh, il y en a deux qui, pour moi, sont des éléments un peu remarquables. Il y a la série des TS, hein, le tout petit fer, le TS100. Ceux qui suivent Emile savent que je lui en ai envoyé un pour qu'il s'initie un petit peu à la soudure. Le TS100, c'est vraiment un bon petit fer, pas cher, qui chauffe quasiment instantanément. Voilà. Et donc, voilà, c'est un bon achat pour vraiment pas cher. Si vous voulez également du fer sympa, vous pouvez aller voir ACO. Attendez, je vais vous rebasculer là. Alors, je suis désolé, vous voyez le chat aussi, mais c'est pas grave. Je peux faire ça. Voilà. Alors, si vous cherchez ACO, ce sont des petits fers qui ressemblent un peu à des jouets Playmobil. Là, voilà, bleu et jaune. Là, on s'en sort à 150 balles en moyenne, hein. C'est dans ces eaux-là, en tout cas. On va dire 100 à 150 balles. Et c'est des bons petits fers parce qu'ils sont régulés. Voilà, vous avez un asservissement de température et ça marche franchement pas mal. Voilà. Après, vous pouvez également trouver des très très bonnes choses. Les hacos, ils ont été un peu compliqués à trouver. Oui, je suis d'accord avec toi, Tix le Geek. Mais là, actuellement, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Faites attention juste à une chose. Il existe énormément de contrefaçons de hacos. Voilà. J'en ai vu beaucoup circuler. Si vous achetez du haco, bah, essayez d'aller vers des, comment dire, vers des fournisseurs fiables parce que vous risquez de vous faire refiler au même prix une daube qui n'en vaut, voilà, qui n'en vaut pas grand-chose. Euh, Tac, tac, tac. Alors attendez, je rejoins un petit peu les choses. Tix nous dit on dirait un cabinet d'avocats. Ah non, crois-moi, c'est juste les bouquins derrière qui te font dire ça. C'est clair. Après, nous avons également PDP qui nous dit est-il prévenu de revenir sur ses montages en pratique avec oscillo et générateur? Alors, je ne te cache pas que oui, c'est complètement prévu. Le problème, c'est que pour l'instant, je suis en attente de la caméra qui doit aller là-bas. Donc, j'ai le son là-bas, mais j'ai pas la caméra encore. Et c'est un peu compliqué. Donc, oui, on y reviendra en pratique, oscillo, générateur. Éventuellement, on pourra regarder aussi un petit peu à l'analyseur ce que ça donne en termes en termes de fréquence. Vous allez voir qu'on peut vraiment bien s'amuser. Nous avons un abonnement. Merci Nico44. C'est très très sympa de t'abonner. Ensuite, Fixou nous dit j'en ai une, c'est de la merde qui a cramé. Alors je sais pas, moi j'ai une bonne expérience. J'en ai un de Hako, hein, et je l'ai filé à mon fils qui s'en est beaucoup servi. Et franchement, voilà, pour du jeune, c'est absolument génial. Nous avons également un abonnement de Tix. Merci à toi, Tix. C'est trop sympa. Tu t'en es sorti alors avec ton... Comment c'est C'était... Ah, j'ai plus le jeu de mots en anglais. Avec ta poupée vaudou, j'espère. En tout cas, voilà, si vous avez, si vous vous intéressez à tout ce qui est do it yourself, Secret Satan, merci Tix. Suivez Tix le Geek. Voilà, c'est des très très belles réalisations. C'est super sympa. Et il a un réglage de stream que je lui envie. Voilà, c'est absolument formidable avec un petit avatar sous forme de pingouin. Voilà, c'est super bon esprit. Euh, et en tout cas, moi, je fais partie de ces grands fans. Fixou et Tix, voilà, c'est les deux streamers sur lesquels je vais avec grand plaisir en ce moment. Alexia nous dit j'ai un ACO dans une boîte que je n'utilise plus depuis des années. Bof, bof. Bah, tu vois, voilà. Je pense que les ressentis, là, nous avons deux ressentis contre un ACO. Moi, je suis plutôt pour. Après, ben voilà, ça fait pas de miracle non plus, hein. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment, comment dire, vraiment faire de la soudure
de bon niveau. Pour moi, le TS100, actuellement, ça reste le meilleur. J'ai cité le Akko en deuxième d'ailleurs à cause de ça. Et puis, Weller, ça reste des très bonnes stations de soudage. Toi nous dit, je connais presque que ça, mais dans l'absolu, les pannes Weller sont plus très bonnes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse de qualité. Voilà. Fixou nous dit, j'ai une copie jaune et bleue, c'est Burke. Alors là, par contre, Fixou, ouais, il y a une vraie différence entre les copies et les Akko originales. Voilà. Donc ça je reconnais volontiers. Ne faites pas refiler du tout une copie de Hako, c'est vraiment de la merde. Tregui nous dit, est-ce que tu as testé le Pineseal 64? Non, je ne l'ai pas testé encore. Pas du tout. Voilà. Bon, je vous propose de revenir à nos transistors, parce que sinon on va parler soudure assez longtemps. Voilà, on fera un petit tour sur le... Voilà, sur le bench de soudage, ça vous permettra un petit peu de voir. Grosso modo, de toute façon, en soudure, il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses qui sont anti-intuitives sur, par exemple, le fait les gens ont tendance à prendre des tout petits fers ou des fers aiguilles, alors que des fers avec une panne peut-être un peu plus grosse ont une meilleure inertie thermique. Donc, quand il y a des gros plans de masse, des grosses quantités de cuivre à chauffer, ça change complètement la vie. Voilà, là, ça va complètement dépendre de la panne, de la patate qu'a le fer, de la technologie du fer, vu que maintenant on trouve aussi des fers à induction qui marchent très très bien. Donc là-dessus, oui, on va déclencher des guerres de religion. Si on se lance sur les fers à souder, ça j'en suis à peu près sûr. Tregui nous dit, il faut que tu te mettes au spawn bar pour parler soudure. Ah bah je veux bien, mais là ça va commencer à être compliqué, 3 soirs par semaine. Voilà. Fixou nous dit fer à induction. Ouais, il existe des fers dont le chauffage se fait par induction. C'est assez impressionnant. C'est vraiment assez impressionnant. J'en ai testé un il y a un an à peu près. Un commercial qui est venu nous présenter le truc. Et, et en fait, c'est voilà, comment dire, la transmission de chaleur, en fait, la montée en température de la panne est juste idéale, quoi. C'est assez impressionnant. Bon, ceci étant dit, passons à la suite. Hop, on revient sur une page blanche et on va discuter un petit peu de tout ce qui est source de courant. Donc, je vous le rappelle, une source de courant, alors il y a plusieurs manières de les représenter. Moi, généralement, je les représente surtout comme ça. Voilà. C'est quelque chose dont, en fait, la caractéristique entre l'intensité et la tension ne dépend absolument pas du tout, de la tension. C'est-à-dire que, quelle que soit la tension à ces bornes, voilà, vous avez le U, vous avez le I, d'accord. Quelle que soit la tension à ces bornes, une source de courant parfaite fournit une caractéristique plate. C'est-à-dire qu'elle fournit toujours la même intensité et comment dire, elle la servira, elle mettra la tension qu'il faut pour que cette intensité reste toujours la même. Alors, je lis un peu le chat. Nous avons un fer à courant de Foucault, c'est classe. McCall. Ah, mais si c'est un Pine 64 que j'utilise en principal, plus mon TS100. Bon, bah voilà. Du coup, visiblement, le Pine 64 est à tester. Je le note dans un petit coin. Nico nous dit, as-tu prévu dans ton programme d'Electronics from Scratch un petit cours sur du routage et la conception de cartes électroniques? Bah écoute, oui Nico, j'aimerais bien. Alors le truc, c'est qu'il faut d'abord que moi, je me mette à un logiciel. Alors je le dis franchement, j'avais regardé KiCad il y a pas mal d'années. Et à l'époque où je l'avais regardé, KiCad n'était pas assez mature par rapport à mes besoins. Ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, je m'étais dit, bon, là, ça va vraiment pas le faire. Et je m'étais orienté, j'avais repris des logiciels que je connaissais bien, notamment Altium. Donc je travaille beaucoup sous Altium. Maintenant, de nos jours, et surtout depuis la dernière version de KiCad, la donne a complètement changé. Donc le KiCad que je vois maintenant, franchement, il a ce qu'il faut.
Voilà, il a ce qu'il faut et j'aimerais bien, si je dois vous faire un petit peu de routage, de conception de cartes autour de ça, le faire avec KiCad V6. Le truc, c'est qu'il faut que je m'y remette d'abord. Parce que si c'est pour vous parler d'un logiciel que je ne maîtrise pas ou sur lequel voilà, j'ai encore des incertitudes, des flous, je ne vais pas vous apporter grand-chose. Donc c'est prévu, on va me laisser un petit peu de temps. Là, j'ai commencé un peu à le prendre en main cette semaine. Je vais router 2-3 cartes, ou plutôt 3, 4, 5 cartes avant de commencer à vous le montrer, avec des difficultés un peu croissantes pour que moi je l'ai bien en main. Voilà. Et puis voilà, et je pense que honnêtement, KiCad maintenant fait le job pour des amateurs, mais fait aussi le job pour des pros ou des semi-pros sans aucun problème. Voilà. Tregui nous dit, depuis qu'il fait les pistes courbes, il y a un an ou deux, je vois plus aucun cas où en amateur, tu veux autre chose que KiCad. Bah, je suis d'accord avec toi, Tregui, en fait. Donc c'est pour ça, plutôt que de vous apprendre le routage sur un logiciel qui coûte 10 000 balles par an, parce que c'est le prix hein, d'une licence Altium, j'aime autant vous apprendre le routage sur un logiciel libre, surtout que ça correspond un peu plus à la philosophie de la maison. Voilà, Altium était subi et pas désiré. Alors, regardons un petit peu, revenons un petit peu à notre montage. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est fabriquer quelque chose qui se comporte comme ça. Qui se comporte comme ça, idéalement, voilà, une source de courant parfaite. Ça va de U égale plus l'infini à U égale moins l'infini. Vous vous doutez bien que la perfection n'est pas de ce monde. Voilà. Donc, pour pouvoir modéliser correctement en fait notre générateur de courant, nous allons faire un montage physique. Et qui dit montage physique dit forcément qu'on aura des imperfections. Donc, il fonctionnera bien avec une caractéristique assez plate sur une gamme de tension, sur une gamme de température, sur un certain nombre de critères donnés. Mais voilà, toute la qualité d'une source de courant, elle est à la fois dans la gamme sur laquelle elle est capable de se comporter comme une source de courant parfaite. Elle est également, il faut également prendre en compte le fait que, eh bien, ce que je vais brancher, pardon, ici à ma source de courant parfaite, peut changer de dynamique violemment. C'est-à-dire, ça peut être, tiens, d'un coup, je ferme un interrupteur, tiens, d'un coup, je change complètement les caractéristiques de ce dipôle-là, et ma courbe d'intensité, ma courbe de courant, doit rester plate. Voilà. On ne doit pas avoir de grosses oscillations par rapport au temps lorsque le dipôle qui est branché à ma source de courant varie ou présente des non-linéarités. Donc le premier montage qu'on va réaliser autour de ces sources de courant, c'est un montage assez simple en fait. Hein. On va se fixer un transistor, toujours pareil, nous on va rester dans le cadre du NPN. On va lui collecter une résistance ici RE, voilà, qui sera la résistance qui nous permettra correctement de fixer l'intensité. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude, pour fixer une intensité, il faut que je contrôle une tension par rapport à une résistance, ou le contraire. Si je veux fixer une tension, je pilote une intensité par rapport à une résistance. C'est toujours un peu le même raisonnement. Et au final, si ici j'ai le VCC, la charge que je vais vouloir brancher, elle vient là. Voilà. Ça, c'est le dipôle, c'est la charge dans laquelle je veux imposer une intensité la plus constante possible. Alors imaginons que j'applique ici une tension VB, d'accord, et que je suppose cette tension VB constante. Eh bien, toujours pareil, hein, on se rappelle, alors j'ai perdu mon stylo rouge dans la bataille, voilà, on se rappelle qu'ici j'ai une diode, d'accord, et que donc la tension ici, c'est 0,6 volts. Et donc, je suis capable de dire, tout simplement, que la tension, là, à ce niveau-là, au niveau de l'émetteur, eh bien, c'est VB moins 0,6 volts.
Et que donc, ben, l'intensité qui va circuler ici dans la branche émetteur de mon transistor, eh bien, c'est IE. I égale U sur R. Hein, donc, c'est VE sur RE. Ou, si vous préférez, c'est VB moins 0,6 sur RE. Bon, jusque-là, on n'a pas révolutionné l'électronique. Hein, je vais vous dire, là, c'est des calculs qu'on fait déjà depuis un petit moment, et vous allez voir qu'il ne va pas y avoir de grosses différences. On a dit que l'intensité qui se retrouvait au niveau de l'émetteur, c'était en fait l'intensité qui se trouvait au niveau du collecteur, plus l'intensité qui arrivait de la base. Et que comme cette intensité-là était toute petite, on pouvait dire que l'intensité au niveau de l'émetteur, c'est environ IC. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? C'est juste un... Bah voilà, en général, on a un rapport 100 hein, entre les deux. Donc, c'est négliger IB devant le reste. Ce n'est pas une énorme erreur. Mais ce qui va être intéressant, c'est de remplacer ça là-dedans. En fait, vous remplacez le IE par IC et vous obtenez cette relation-là. IC va être en fait VB moins 0,6 sur RE. Et là, on a une relation qui est intéressante. Pourquoi on a une relation qui est intéressante? Eh bien, vous le voyez, parce que je peux fixer l'intensité IC, c'est-à-dire l'intensité qui traverse ma charge. Voilà, l'intensité IC, elle est là. D'accord? Par rapport à la tension appliquée à la base du transistor, par rapport à la résistance que j'ai choisie, mais absolument pas par rapport à la tension appliquée à la charge. Voilà. Donc là, c'est quand même une relation très intéressante, c'est que tout ce modèle-là se comporte comme une source de courant parfaite. Voilà. Source de courant absolument parfaite. Et en plus, pilotable. C'est-à-dire pilotable par VB. Bon, toujours pareil, hein, on essaie de rester, bien entendu, dans la zone où le transistor n'est ni coupé ni saturé. Nico nous dit, car si RE égale 0, égale 0, c'est égal à l'infini, c'est super. Bah oui, bon, ça on en parlera un peu après de RE, si tu veux bien, Nico. En effet, là, il ne faut pas que RE soit 0, pour l'instant, dans notre calcul. Donc, vous voyez que là, ça, pour nous, c'est relativement sympa. C'est une source de courant, et c'est exactement ce qu'on cherchait. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer le VB qui nous va bien? D'accord? Parce que c'est ça, au final, pour que ça fonctionne, il faut que je biasse, il faut que je positionne les potentiels de ma base, justement, comme le dire cela, pour que les 4 règles du transistor soient parfaitement applicables. C'est-à-dire, il faut que je me retrouve ni en position coupée, ni en position saturée. Eh bien, je peux le faire déjà, comme on l'a fait précédemment, par un simple pont diviseur. C'est-à-dire que là, le montage que je vais avoir, je vais prendre un exemple hein, qui vient directement d'un livre. Hein, je me place à plus 10 volts. Et en fait, je vais prendre 8,2 kg ici. Je vais prendre 1,6 kg ici. Je vais vous montrer comment on a déterminé ces valeurs-là. Et ici, j'ai une charge. Voilà. Nico nous dit un pont diviseur avec un potentiomètre. Alors oui, on pourrait.
on pourrait. On va essayer quand même de faire ça un peu plus analytiquement. Donc, admettons qu'on veuille obtenir un générateur de courant, voilà, qui va fournir 1 milliampère. Donc, si j'applique 1 milliampère, d'accord, ici avec 1 kg, j'obtiens un potentiel ici qui va être U égale R fois I, 1 10 moins 3 que multiplie 1 10 puissance 3, et ben, j'obtiens assez magiquement 1 volt. Tout pile, tout poil. Voilà. Ces 1 volt là, j'oublie pas que j'ai ma petite diode ici. D'accord. Ça veut dire que ici, il me faut 1,6 volts au niveau de la base. Et vous pouvez vérifier avec simplement les ponts diviseurs, d'accord. Vous prenez 10 volts que multiplie 1,6 sur 8,2 plus 1,6. On va le vérifier quand même. 10 volts fois 1,6 sur machin. Hop, hop, hop. Est-ce que j'ai lâché peut-être quelque part? Mais oui. Voilà. Si je ne me suis pas planté dans mon délire. Voilà, j'obtiens bien 1,63 volts. Voilà, donc 10 volts d'alimentation, un pont diviseur 1,6 et 8,2. Donc c'est 10 fois R2 sur R1 plus R2. J'obtiens bien 1,63 volts, qui est bien ce que je veux ici. Voilà. Ouais, c'est légèrement plus grand que 1,6, mais bon, on parle de 30 millivolts. Ça va quand même, hein, on n'est pas dans une énorme erreur. Bon, donc ici, on obtient un montage qui a l'air de se tenir. Est-ce que ce montage va être indépendant de la charge? Voilà. Eh ben, est-ce que ce montage va être indépendant de la charge? Je vous propose que nous le vérifions, en fait, directement, directement en termes de simulation. Comme ça, au moins, nous pourrons voir ensemble si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors, je démarre le simulateur. Voilà, normalement, vous devriez le voir. Et on va tranquillement se placer. Alors, tac, 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 tac. Afficher la fenêtre. J'essaie de récupérer le chat de ce côté-là. Voilà, ça va mieux. Hop, excusez-moi, je fais mes petits réglages. Hop. Alors, Nico nous dit du coup un montage pas bien réglé. Tu dis ta charge. On va le voir en simulation justement. Tu vas voir, c'est pas très très compliqué. La charge ne craint pas grand-chose en pratique. C'est plutôt le transistor qui va pas trop aimer dans certains cas. Alors, on va voir justement les limites de ce montage-là dans ce qui va suivre. Alors, on va se placer une petite résistance. Voilà, on va en placer une deuxième. On va en placer une pour représenter la charge et une qui est l'émetteur qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, on va se placer. Je vois vos questions tomber, hein, je vais y répondre, ne vous en faites pas. Laissez-moi juste finir de dessiner, parce que vos vos questions anticipent déjà sur la suite, ce qui est très très bien. Je vais placer un petit transistor NPN. Hop. Là. Alors pour ceux qui veulent faire joujou en même temps, je vous redonne l'adresse du simulateur dans le chat. Voilà, on peut le faire avec Spice sans aucun problème, hein, sachez-le. Alors, on va se rajouter des générateurs, ce serait pas mal, déjà des terres. Hein. Toc.
Voilà. On va également se donner, hop, générateur de tension 1. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Bah rien, ça n'a pas l'air mal. On va mettre des fils. Hop. Et voilà. Notre circuit commence à ressembler à quelque chose. Oui, tout à fait. Bon, ils se sont dit complètement merci à Léa pour ce site. C'est Léa qui l'avait trouvé. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, on lui souhaite un prompt rétablissement parce que petite Léa, enfin petit Léa, était tout malade ce soir. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. C'était pas la grande forme. Voilà, je pense que petite cochonnerie qui traîne. Vite passer. Voilà, 1 kg. On ne devrait pas être trop mal. Donc pour l'instant, j'ai mis une charge de 1 kg. Alors on va tracer deux choses. On va tracer tout d'abord ici, propriété. La tension ne m'intéresse pas. Voilà. Donc on va tracer l'intensité et vous voyez que ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, 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 1 kg, 1,6, 8,2. Ici, je suis à combien? Ah bah oui, je sais pas. Ça va mieux si je mets la bonne tension d'alimentation quand même. On a dit qu'on était en 10 volts. Et voilà, ça devrait aller déjà beaucoup mieux. Voilà, donc on observe bien à 1% près les 1 milliampère que nous souhaitions. Et voyons voir un petit peu, hop, la tension aux bornes de notre charge. Où est-ce que je vais trouver ça? Entrée générateur non, composant passif, interrupteur, générateur. Je sais pas où sont les voltmètres là-dessus. Bonsoir Nat, bienvenue à toi. Ouais, c'est dingue le revival de ce petit simu. Bah écoute, moi je l'avais vu passer il y a pas longtemps et c'est vrai que je m'en étais pas beaucoup servi, étant plutôt amateur de Spice. Mais au final, je me rends compte que pour les lives, c'est plus graphique, c'est plus... Comment dire? C'est plus facile. Voilà, je l'ai trouvé. Sortie étiquette. Et là, vous pouvez faire un voltmètre. Voilà. Donc, on va, hop, connecter les fils. Hop. Et hop. Voilà. Donc, eh bien... Ah, ça date de 2010. Ah ouais, quand même. Ah, je ne le pensais pas si ancien, ce simulateur. Ah bah écoute, bonne découverte. Merci à toi. Du coup, alors, juste NetEagle, je corrige très rapidement. Ce qu'on visualise, c'est pas les électrons. Les électrons, ils vont dans l'autre sens, hein. C'est les charges. Donc, c'est la charge théorique qui va du plus au moins. Donc, ici, on a une charge de 1 kg, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, ma charge de 1 kg, eh bien, j'ai bien une intensité ici, hop, de 1 milliampère qui la traverse. Maintenant, on va changer cette charge et on va changer sa valeur. Alors, on va aller passer par exemple de 8 kg à 5 ohms. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, hop! Et là, eh bien là, je suis toujours au même courant. La tension a complètement changé. On est passé à 5 millivolts aux bornes de ma charge. Mais par contre, vous voyez que mon montage fait bien son job.
sans aucun souci. Voilà, je peux le changer encore, hein. Je peux le prendre, allez, si je le passe à 100 ohms, on passe de 5 millivolts à 100 millivolts, mais pas du tout de changement dans l'intensité. Voilà. Donc ce petit montage-là, hein, vous voyez, 3 petites résistances, un transistor, c'est un générateur de courant. Et c'est un générateur de courant qui se présente pas si mal. Alors par contre, comme je disais, bah, il a des limites. Forcément qu'il a des limites. Et la première des limites qu'il va avoir, ça va être en fait complètement lié au potentiel ici, à ce point-là, là, hop, à ce point-là, qui est appliqué au transistor. C'est-à-dire que là, on a une tension de base qui est placée aux alentours de 1,6 V. Voilà. Si la tension de collecteur qui est ici, pour pouvoir adapter l'intensité qui passe dans la charge, descend trop bas, eh bien, vous allez avoir des problèmes. C'est-à-dire que vous allez commencer à saturer ou à bloquer, suivant le sens où vous allez, votre transistor. Voilà. Donc là, si vous descendez trop, on va commencer à arriver à la saturation et ça ne va plus du tout fonctionner. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris 1 kg, ça fonctionnait bien. Si je continue à monter, je vais monter par décade. Hop, je vais passer à 10 kg. À 10 kg, déjà, regardez. Regardez ici, là. Regardez à cet endroit-là. Vous voyez que mon intensité a légèrement changé. Je commence à toucher les limites de mon générateur de courant. Mon générateur de courant n'arrive plus à me suivre. Si je monte encore, je monte à 50 kg, eh ben là c'est la bérésina. Hein. Regardez ici à cet endroit-là. Vous voyez que mon courant est en train de totalement s'effondrer. Le générateur de courant n'arrive plus à suivre. Voilà. Donc là, ça lui demanderait en fait, hein, tout simplement, d'imposer une tension ici qui serait beaucoup trop importante. Et vous voyez que bah, là, sur mon collecteur, qu'est-ce que j'ai? J'ai tension collecteur et émetteur, 24 millivolts. Donc je commence à être tout petit. Voilà. Donc je vous invite à jouer un petit peu avec. Hein. Vous allez voir que, comme je vous le disais, au final, mon montage, il marche bien. D'accord, il n'y a pas de souci, mais il marche bien dans certaines limites. Et la limite de ce montage-là, c'est clairement le potentiel ici au collecteur. Tregui nous dit, le rendement à basse intensité, il est tout pourri. Alors en termes de rendement, c'est pas GG. Hein. Qu'on soit clair là-dessus. Parce que si tu regardes un petit peu, alors moi je vais te parler plutôt de puissance. La puissance qui est transmise à ma charge, là, c'est 1,026 milliwatts. D'accord? La puissance qui est, entre guillemets, évacuée par la résistance d'émetteur, elle est de 1,047 milliwatts. Donc, en rendement, c'est pas fantastique. Voilà. Les choses vont éventuellement s'améliorer un petit peu quand tu diminues quand tu te rapproches un peu du cas parfait, où là, je vais avoir quoi? 5 microwatts et... Ouais, non, même pas, c'est constant. Et 1,047 milliwatts. Donc voilà, ton rendement, il va dépendre aussi de ta charge, tout simplement. Oui, comme dit Nat, c'est du linéaire. De toute façon, il n'y a pas vraiment possibilité d'optimiser tant que ça. Hein. Vous pouvez pas tellement jouer avec. Au final, je dirais presque que tout est défini. Vous voulez telle intensité dans le circuit, ça vous fixe votre valeur RE. Après, le pont diviseur qui est là, on a vu qu'il sert à imposer le potentiel à la base. Donc, sur des circuits qui sont très linéaires comme ça, je n'ai pas beaucoup de curseurs, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Neteagle nous dit, le rendement de ce montage est mauvais car toute la puissance supplémentaire hors résistance de charge est dissipée dans le montage. Tout à fait. Donc ça, bon, c'est un premier montage et c'est un montage qui est quand même intéressant puisqu'il se comporte exactement comme on le voulait. Hein. C'est-à-dire, je vous le rappelle, pas de souci, vous modifiez votre
résistance de charge, il s'adapte. Alors, je reprends une question qui a été posée tout à l'heure. Et si c'est pas résistif? Et si c'est un condensateur? Si c'est, par exemple, une bobine? Comment ça va faire? Eh bien, ça va faire la même chose. Et c'est justement ce qui est intéressant. Si vous prenez, par exemple, la résistance qui est là, que vous l'enlevez, et que vous placez un condensateur. Alors, composant passif, condensateur, POC. Moi, je vais prendre un 10 micros, ça devrait à peu près. Et donc, mon 10 microfarad, je vais le placer, hop, directement. Attention, regardez bien. Regardez bien, ce qu'il va falloir regarder, c'est ça. C'est la tension aux bandes du condensateur. Hop, je reset ma simulation. Je place mon condensateur et regardez bien la façon dont ça évolue. En fait, la charge du condensateur, voilà. Oui, là, bon, ça va pas marcher éternellement, on est complètement d'accord. Netigel. Ce que je veux montrer, c'est en fait que vous avez quelque chose. La charge, c'est, enfin, la tension aux bandes d'un condensateur, c'est Q égale CU. Si vous dérivez par rapport au temps, c'est dQ sur dt égale C du sur dt. C'est-à-dire qu'en fait, la variation de tension, d'accord, c'est relié à l'intensité. Et si vous fournissez une intensité constante, la tension aux bornes de votre condensateur va évoluer de manière linéaire. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, en tout cas dans les premiers temps de la courbe de charge, par exemple sur tout ce qui va être génération de signaux en dents de scie, des choses comme ça. Vous pouvez complètement utiliser ça pour avoir une charge qui est bien linéaire, bien propre, et donc une tension qui va évoluer en ligne droite. Bon, là, le montage ne marchera qu'une fois, hein, c'est-à-dire qu'une fois que mon condensateur est chargé, il ne va plus du tout évoluer. Et là, vous allez voir qu'il va se comporter. Enfin, voilà, il y a toute une autre partie après qui ne va pas être intéressante pour nous. Voilà. Donc là-dessus, un montage que j'aime bien, voilà, que je trouve assez sympa, c'est justement ce fameux montage en générateur de courant parfait. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, Netigel, il y a aussi une limitation en fréquence. Tout à fait d'accord avec toi. Mais là, on n'a pas encore fait les modèles, les Bersmall, etc. Donc on y viendra. On y viendra au comportement en fréquence, ne t'inquiète pas. Alors, ça, c'est une première manière d'imposer d'imposer le potentiel au niveau de la base. Voilà. Une autre manière, ça peut être tout simplement d'utiliser un composant qu'on a déjà vu, hein, qui est une diode Zener, en fait, par exemple. Donc là, si je fais ça comme ça, je vais toujours avoir le même montage, avec la charge ici que j'essaie de piloter, avec ma résistance d'émetteur. D'accord. Donc là, je vais essayer de me placer. Hop, combien j'ai dit? 10 kg. Voilà. Ah, pardon. Merci beaucoup. Tac. Voilà. Excusez-moi. Donc, je vais essayer de me placer comme ça, donc avec, hop, le même principe, hein, une résistance d'émetteur, une charge, et je vais essayer de piloter la tension sur ma base. Voilà. Ah, Tregui nous dit, chez moi c'est frisé, je vois toujours le condensateur. Ah ah. Normalement, enfin moi, en tout cas de mon côté, tout a l'air de fonctionner. Si quelqu'un peut me confirmer. Ah non, c'est bon, tu l'as gué. D'accord. Ok, parfait. Alors, du coup, là, eh bien, par exemple, je peux placer une jolie petite diode Zener. Voilà, hop. Et je vais lui placer amoureusement une résistance. Voilà. Donc, dans ce genre de montage-là, on va se donner des valeurs. Ma diode Zener, je vais la prendre à 5,6. Et du coup, 5,6 volts, 10 volts, ça me fait 4,4. 4,4, 10 kg, ça devrait être pas trop mal.
Donc, si j'établis ça comme ça, en fait, là, on essaye d'appliquer une intensité qui soit de l'ordre de I égale 0,5 milliampères, par exemple. D'accord? Ce qui va me placer ici, si je prends 10 kg, je vais me retrouver aux alentours de 5 volts. Voilà. Donc ici, c'est bien les 5,6. Et c'est pour ça que j'ai ma Zener de 5,6 à cet endroit. Voilà. Alors, Voyns nous dit la diode Zener passante dans un sens et dans l'autre passante à partir de 5,6 volts. On est d'accord. Il faut que tu vois la Zener. Alors, dans le sens direct, elle se comporte comme une diode normale à peu près. Dans le sens inverse, par contre, on utilise l'effet Zener, c'est-à-dire que comment dire, elle va essayer de garantir une tension à ses bornes qui soit égale à sa valeur. Donc 5,6 volts en polarisation inverse. Si tu lui fais passer un courant à l'intérieur, elle va placer à ses bornes 5,6 volts. Elle va placer son point de fonctionnement au 5,6 volts. Si tu veux, toujours pareil, hein, on se place dans le schéma UI. Donc UI, d'accord. Une diode classique, elle a, alors là j'exagère, un trait, franchement le trait, mais elle a une tension de seuil. Et ensuite, elle va presque plus bouger de cette tension de seuil et elle va commencer à laisser passer l'intensité. Donc ça, c'est dans le sens direct. Et la Zener, en fait, on l'utilise dans le sens inverse, où elle va faire à peu près ça. C'est-à-dire que là, tu vas avoir la tension Zener, et quelle que soit l'intensité que tu fais passer, après un certain seuil bien entendu, elle va, hop, toujours appliquer la même tension, donc les 5,6 volts. Donc tu es dans cette zone-là, là, ici. Voilà, donc notre montage avec ça, c'est également un régulateur de courant, hein, c'est toujours le même principe. Simplement, ici, bah, vous voyez, pour réussir à imposer comment dire, la tension de base, je ne me sers pas d'un pont diviseur, je me sers d'une Zener. Bon, oui, ça fait un générateur de bruit assez sympa, je suis d'accord, Nat. Mais c'est juste pour expliquer. On n'en est pas encore au bruit, mais en tout cas, si je fais ce genre de choses-là, c'est pas mon montage préféré, hein, clairement pas, mais ça fonctionne. Voilà, ça me permet d'obtenir une charge bien alimentée avec une référence de tension placée sur la base. Euh, Globalement, ça va pas trop mal se passer. PDP Maker nous dit, la tension VBE est-elle bien stable avec la température? En gros, la tension de seuil varie-t-elle en fonction de la température? Alors, c'est... Comment dire? On va venir juste après sur les imperfections de ce type de montage. Voilà. Pour te parler franchement, non, tout va pas bien se passer. Tu vas avoir déjà un lien entre la tension VBE et la tension VCE. C'est ce qu'on appelle l'effet Early. Tu vas également avoir des liens entre VBE et la température, ainsi que des liens aussi entre HFE et la température. Donc en fait, non, non, ce montage-là n'est pas du tout absolument invariable. Voilà. Pour parler franchement, c'est surtout pour illustrer un petit peu ce montage-là, ce montage en tant que générateur de courant. C'est pas que ce soit le premier, que ce soit le deuxième, il y a des imperfections fortes dans ces montages-là. Voilà. On peut s'en servir, hein, attention, on peut s'en servir. Mais c'est toujours pareil quand vous réfléchissez en termes d'imperfection, c'est est-ce que je peux tolérer 1% d'incertitude? Est-ce que je peux tolérer 10% d'incertitude? Est-ce que je peux tolérer un facteur 3? Est-ce que je peux tolérer un millionième? Et en fonction de ça, les classes de circuits que vous allez utiliser ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Mais sur un montage, on va dire simple, sur un montage très simple, j'aurais quand même une préférence claire plutôt pour le pont diviseur. Voilà. Mais ça fonctionne. Ça fait le job.
Alors, je reprends un peu les questions au fur et à mesure. Natigal nous dit les énerves sont pas si bruyantes que ça, c'est ce qu'il y a dans les meilleurs rêves de tension comme le LTZ 1000 ou le LM 399. Ah, ouais, si, quand même, la Zener Natigal, c'est pas parfait, hein. La Zener, je rejoins un peu Nat. Disons que ça dérive. Voilà. Disons que euh, la dynamique de la Zener est pas GG. Si tu as par exemple un montage simple avec une régulation de tension, comme on le fait avec une Zener d'habitude, hein, une résistance, une Zener, une charge, quand tu as des grosses variations, notamment de la charge, tu vas voir que la Zener, ça ne régule pas super. Voilà. Donc voilà. Bon. Après, je pense on pourra beaucoup ergoter dessus. C'est la pratique et comment dire, et les problèmes qui arriveront qui trancheront pour nous. Voilà. Alors, si ça va pour ça, bah justement, je voulais vous parler un peu de compliance. Alors, la compliance, c'est quoi? C'est jusqu'où je peux aller avec mes magnifiques montages. On a vu ici, voilà, dans ce cas-là, on a testé un petit peu avec la charge. On a vu qu'on commençait à avoir des soucis autour de 1,3, 1,2, 1,4 volts à peu près. Quand on arrivait à une tension de collecteur dans ces eaux-là, on commençait à avoir quelque chose qui s'écartait du fonctionnement nominal, du fonctionnement normal, voilà, d'un générateur de courant. Même chose ici. En fait, dans ce montage-là, vous voyez qu'ici, je suis censé avoir 5 volts 6. Quand ma tension collecteur ici va s'approcher des 5 volts 6, eh bien, même chose, je vais avoir des difficultés à suivre. Voilà. Donc, globalement, voilà, ce sont des montages qui ont des limites. Et pour le côté qui nous intéresse ce soir, je ne parle pas du bruit, là, hein, je parle juste de la capacité du générateur de courant à se comporter comme nous le voulons. D'accord? C'est généralement le facteur limitant, il est là, il est au niveau de la tension de collecteur. Ensuite, eh bien, on va avoir d'autres effets casse-pieds. Alors, d'abord, il y a un effet dont on a déjà un petit peu parlé, hein, c'est l'effet early. Alors, early, c'est comme quand on se lève tôt le matin, hein, voilà, c'est de bonne heure. Alors, ça n'a rien à voir avec l'adjectif, hein, l'effet early, c'est une dépendance en fait, et c'est une dépendance entre VBE et VCE. C'est une fonction de VCE. C'est-à-dire que la tension base émetteur va varier lorsque la tension collecteur émetteur va varier. Et vous allez avoir aussi une autre imperfection, hein, qui est que le HFE est aussi fonction de VCE. Voilà. Le coefficient multiplicatif sur les transistors bipolaires n'est pas constant. Voilà. Il n'est pas constant, on en a déjà parlé, reparlé. Oui, early, c'est un nom propre. Et en fait, ces deux petites imperfections-là, elles vont quand même pas mal nous embêter. L'autre problème aussi, c'est que non seulement c'est une fonction de VCE, mais c'est aussi une fonction de la température. Voilà. Et dans les deux cas, alors le early, c'est juste que VBE dépend de VCE, hein, ce n'est pas l'intégralité des équations. Dans les deux cas, eh ben, on peut avoir de la dérive. On peut avoir des petits comportements qui ne nous, comment dire, qui vont pas nous satisfaire, en fait. Qui vont faire que ça va pas se comporter comme on souhaiterait que ça se comporte. Et du coup, ça va nous amener à essayer un petit peu d'améliorer nos sources de courant. Voilà. Alors, juste pour comment dire, juste pour le fun, je vais vous montrer un autre montage qui permet d'obtenir comment dire, une source de courant un peu plus stable. Alors, c'est pas parfait non plus, hein, mais c'est déjà un peu mieux. C'est ce qu'on appelle le montage cascode. Alors, le montage cascode, comment il se présente? Eh
bien, en fait, en général, bon, vous avez un rail d'alimentation, un 10 volts et ground. D'accord? Et on va se donner, en fait, 3 résistances. Voilà. Et ces 3 résistances vont nous permettre de piloter non pas un, mais 2 transistors. 2 transistors, l'un qu'on va appeler, comme vous voulez, Q2, d'accord, et qu'on va relier directement au deuxième, qu'on va appeler Q1. Voilà. Et là, on retrouve, comme d'habitude, la résistance d'émetteur et ma charge ici, que je cherche à piloter. Voilà. Donc, alors, généralement, ces résistances-là, on va prendre des trucs un peu précis. Hein. On va aller chercher du 1% au moins. D'accord? Et là, magiquement, ça se comporte déjà un peu mieux. Pourquoi ça se comporte un peu mieux? Eh bien, en fait, si vous regardez le transistor Q1 qui est là, d'accord? Ce transistor Q1, le potentiel ici, il est relié à l'aide des 0,6 volts de ce transistor-là au potentiel qui est ici. Ce qui fait qu'en fait, vous avez ici une tension VCE qui est extrêmement stable. Voilà, votre tension VCE, vous venez de la rendre indépendante grâce à l'existence du transistor Q2, vous venez de la rendre plus ou moins indépendante de l'intensité qui circule. Voilà. Non, c'est pas un Darlington, Nico. Un Darlington, en fait, tu montes l'un en cascade de l'autre. Darlington, on le verra la prochaine fois. Ça, c'est vraiment le montage cascode. Alors, le montage cascode, c'est un montage qui est très utilisé en haute fréquence, dans les amplis haute fréquence notamment. Mais là, ici, là, il nous intéresse vraiment en tant que régulateur de courant de bonne qualité. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce montage-là, parce que je voudrais entamer encore un petit quelque chose après. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce montage-là, parce qu'il n'est pas très très compliqué à comprendre. On a vu que le early effect, c'était en fait que le VBE était dépendant du VCE. On a vu également qu'une des sources d'imperfection, c'était que le bêta était dépendant du VCE. Eh bien, c'est pas grave. En fait, on construit ici un générateur de courant, comme celui qu'on a vu précédemment, avec comme énorme différence que grâce à ce transistor-là, on stabilise le VCE. Voilà. Donc ça, c'est un petit, c'est une petite, on va dire, c'est une petite, non pas une petite, c'est une astuce qui est très très appréciable. On va pas faire les calculs autour de ça, pas ce soir. Je pense que là, je vous ai déjà pas mal torturé, mais l'objectif, c'est que vous l'ayez déjà un petit peu croisé et que vous sachiez que cela existe. Alors, Voice nous dit pourquoi le nom Cascode? Alors, c'est une très très bonne question. Je suis en train d'essayer de voir si je l'ai dans mes notes, mais non. Non, là, je t'avoue que je ne sais pas. Pas du tout. Bonne question. Très bonne question. Je me documenterai pour la prochaine fois. Écoute, Cascode. Non, là, je n'ai pas de réponse. NetEagle nous dit le cascode est utilisé largement aussi dans les AOP, souvent sur le différentiel d'entrée, l'amplification en courant, tout à fait. Alexia nous dit un des gros intérêts du cascode, c'est pouvoir gérer des tensions n fois plus grandes que le transistor de base, donc on peut faire des très hautes tensions. C'est vrai aussi complètement. Voilà. Ici, comme je le disais, c'est une utilisation particulière. Là, le cascode, on s'en sert vraiment pour obtenir un générateur de courant de meilleure qualité que ceux que nous avions vus avant. Ça permet un peu d'introduire avant de passer à la suite. Alors bon, après, il existe d'autres manières hein, de stabiliser des montages à transistors.
On a des montages qui utilisent du NPN plus PNP. On a des montages dans lesquels l'un va compenser en fait l'autre. Donc ça s'utilise aussi pas mal pour réussir justement à compenser des dérives thermiques. On y reviendra petit à petit, hein, mais il faut commencer doucement. Alexia nous dit cascode, c'est cascade vers la cathode. Ah ben voilà, voilà une explication logique. Merci Alexia. Alors, pourquoi je vous ai montré un petit peu ça? Pourquoi je vous ai parlé autant du générateur de courant? Tout d'abord, c'est parce que les générateurs de courant, c'est utile dans la vie, hein. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un demander à quoi ça servait. Eh bien, on va s'en servir dans les amplis Hop, on va s'en servir sur certains amplis, on va s'en servir également, comme je le disais, pour avoir des pentes montantes quand tu veux générer, par exemple, un signal triangulaire. Eh bien, tu vas en fait charger un condensateur, mais en utilisant une charge à courant constant. Et pour générer ce courant constant, tu as besoin d'un générateur de courant constant. Voilà. L'autre chose un peu intéressante, c'est en fait que ça correspond à une très très bonne introduction pour bien comprendre ensuite le montage qu'on appelle émetteur commun. Alors, on va s'intéresser, on va pas faire l'émetteur commun classique. Je vais vous en montrer une variante, d'accord? Donc, on va le dessiner. Hop. Donc, vous retrouvez ici votre RE. Et ici, une quatrième résistance. Et cette fois-ci, dans ce montage, la sortie ne va pas se faire au niveau de l'émetteur, d'accord, mais du collecteur. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est un montage, c'est une variante en fait du collecteur commun, je vais y arriver, de l'émetteur commun. Voilà. Cet ampli-là, en fait, d'habitude, vous branchez la charge à ce niveau-là. D'accord? Là où c'est intéressant, ce joli petit montage-là, donc l'émetteur commun, excusez-moi, c'est que, en fait, vous pouvez le voir comme un générateur de courant, d'accord? Et ce générateur de courant pilote le courant qui circule dans une résistance, ici, qu'on a choisie. Et lorsque je pilote le courant dans une résistance, en fait, je pilote une tension. Et donc ça, c'est un amplificateur. Ça, c'est vraiment un amplificateur. Donc, contrairement au suiveur qu'on avait vu jusque-là, on a un amplificateur avec un coefficient d'amplification qui va pouvoir être intéressant. Donc, ce montage-là, il porte un petit nom un peu rigolo. Donc, c'est un émetteur commun. Mais ce n'est pas l'émetteur commun de base, parce que dans l'émetteur commun de base, nous n'avons pas la résistance qui est en bas. C'est un émetteur commun avec des générations de l'émetteur. Donc, dans un émetteur commun avec des générations de l'émetteur, la plupart du temps, vous aurez, comme on avait vu précédemment, deux petits condensateurs là et là. Hop. Et on va placer notre point de fonctionnement, comme on l'a vu précédemment, à l'endroit qui nous intéresse. Est-ce que vous en comprenez le principe, même si on n'a pas pour l'instant posé les équations? En fait, vous regardez bien. En rouge ici, une source de courant parfaite, pilotée par la tension qui va arriver là. D'accord?
Cette source de courant parfaite, pilotable donc, va faire circuler un courant dans une résistance qu'on maîtrise, qu'on a choisie. Donc ici, aux bornes de la résistance, va s'imposer une tension, d'accord? Tension qui va être, en fait, directement reliée à la tension d'entrée. La tension d'entrée pilote l'intensité, U égale RI, donc la tension ici est pilotée par la tension ici. Et donc, du coup, on a vraiment quelque chose qui permet d'amplifier. Voilà. Alors, regardons un petit peu et posons ça vite fait en calcul. Bon, si je regarde la tension VC ici au collecteur, d'accord? Eh bien, si j'appelle ça IC, on va poser quelques appellations, RC, RE, d'accord? Eh bien, j'ai VCC. Alors, est-ce que je peux le poser ouais, je peux le poser comme ça. VC, ça va être VCC moins ICRC. Ça va jusque-là? En fait, c'est une... Alors, Boyles nous dit, est-ce que je peux représenter la diode du transistor? Bien sûr, la diode du transistor, elle est toujours là. Tu vois, elle est... Hop. Voilà. J'espère que ça va un peu mieux. Il est où VCC? Il est là. Voilà, j'espère que ça répond au fur et à mesure à tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas à me le dire hein, si ça ne va pas. Bon. Quand on analyse ce genre de montage, on se place autour d'un point d'équilibre. C'est-à-dire que le point d'équilibre, c'est la composante continue, en fait, quelque part. C'est, voilà, si je ne fais rien, si je ne transfère aucune autre fréquence à l'entrée, ici, il ne se passe rien, ici, il ne se passe rien, et vous avez un montage dont je peux calculer le VC très exactement. Maintenant, Airload, il est là. Ça, c'est ma charge qui est ici. Maintenant, si jamais, d'accord, si jamais je considère une petite oscillation, un petit tremblement autour de ma valeur, ce petit tremblement-là va induire un petit tremblement, petit changement de valeur dans l'intensité, voilà, qui traverse ici, et donc dans l'intensité de collecteur. Ce petit changement, d'accord, va induire un petit changement de la tension aux bornes de RE. Et ce petit changement-là va donc induire un changement aux bornes de la charge. Si on met ça en équation, comment on fait? Eh bien, en fait, vous avez la petite variation au niveau du courant d'émetteur, bah, c'est en fait la petite variation de la tension d'émetteur sur RE. Et vous voyez ça, là, les petits i, petits v, ce sont des variations autour d'eux. Des delta i ou delta v, hein, si vous préférez. D'accord? Ça va correspondre à une petite variation autour de la base que divise celle qu'on va appeler RB. Enfin, RE, pardon. Vu que VE, VB sont reliés par 0,6 volts, qui est une constante, une petite variation ici, bah vous avez en miroir ici la petite variation ici. McCall nous dit si VI augmente, le courant collecteur augmente. Eh ben, c'est justement ce qu'on va voir, mais oui, tu vas avoir une variation dans ce sens-là. C'est-à-dire, regarde bien, hein, on le reprend doucement. La variation de courant dans la résistance RE, c'est la variation du potentiel VE, d'accord, sur RE. Or, cette variation, c'est la même que celle de VB. Donc, c'est VB sur RE. D'accord? La tension VC qui est ici, qu'est-ce que c'est? Ben, on l'a dit. On va regarder sa variation. Or, sa variation, c'est moins ICRC. Donc,
VCC étant constant, sa variation, c'est la petite variation du courant de collecteur fois RC. Hop. Vous êtes toujours avec moi? Attention, hein, petite variation. Le courant de collecteur, je peux considérer que c'est à peu près le courant d'émetteur. C'est ce qu'on a dit. D'accord? Et donc, vous allez donc vous retrouver avec la variation du collecteur. C'est en fait moins... attendez, tac, 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 j'ai oublié un moins ici. C'est en fait moins IE, donc VB sur RE fois 1 sur RC. Voilà. Ici, vous voyez, on a fait l'approximation entre IC et IE. Exactement, McCall. Bah, tu arrives à la conclusion, c'est-à-dire que la tension VC, qui correspond en fait à la tension de sortie au niveau de ta charge, c'est moins... attendez, j'ai fait une connerie là. Moins VB sur RE, RC. Voilà. C'est moins RC sur RE, VB. Et là, toujours en petite variation. Alors moi, j'aime pas trop ces notations majuscules, minuscules. Je préfère en général l'écrire comme ça. La variation de IE, c'est la variation de VE sur RE, c'est donc la variation de VB. Voilà. Variation ici, variation là. Hop. Et voilà. Moi, je préfère le noter comme ça. Chacun ses petites préférences. Bonsoir Alexia. Donc ici, en fait, c'est plus qu'un amplificateur. Il amplifie d'un coefficient RC sur RE. Donc RC sur RE nous donne le coefficient d'amplification, mais j'ai un moins devant. C'est-à-dire qu'une oscillation qui est positive se transformera en une oscillation qui est négative. Voilà. C'est à la fois un amplificateur et un inverseur. Alors, PDP Maker nous dit, j'ai loupé le coup du signe moins. En fait, il vient de là. VC, c'est VCC moins ICRC. Donc, une variation de VC, c'est... Il n'y a pas de variation de VCC, ça c'est l'alimentation. C'est moins la variation d'ICRC. Et le moins, il vient de là et il se reporte ici. Est-ce que ça va, PDP? C'est bon pour ça? Voilà. Donc, celui-là, il a comme coefficient d'amplification en tension moins RC sur RE. Et là, vous avez votre premier amplificateur. Ça, ce n'est pas un petit moment, mes amis. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose qui présente un gain. Voilà. Si vous avez sur RC, par exemple, 100 kg et sur RE 10 kg, bah, vous avez un coefficient d'amplification de 10. Bonsoir Nico, bonne soirée à toi aussi. Voilà. Ce montage-là, il est vraiment, vraiment intéressant pour cette raison-là, principalement. D'accord. Après, si vous parlez d'amplificateur, c'est toujours la même chose. Hein. Pour réussir à parler d'amplificateur, il va falloir traiter les impédances d'entrée et les impédances de sortie. Voilà. L'impédance d'entrée, c'est l'impédance que je vois lorsque je suis en train de regarder par l'entrée. Et vous vous souvenez, on avait vu, bah là c'est exactement la même chose, hein, vous allez voir, en fait ces deux-là en parallèle, d'accord, et celle-ci au travers du transistor. Donc ici, en fait, c'est vraiment un montage qui est exactement comme l'émetteur suiveur du point de vue de l'entrée. Par contre, du point de vue de la sortie, cette fois-ci, notre fil n'est pas au niveau de l'émetteur, mais du collecteur. C'est-à-dire qu'on voit parfaitement bien la résistance RC, mais la résistance RE, on ne la voit pas, puisqu'en fait, on voit un générateur de courant parfait. Et un générateur de courant parfait,
ça n'a pas du tout de résistance de sortie, ou en tout cas, elle est négligeable. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Alors, Netcore nous dit, est-ce que ça marche en courant continu? Alors, comme tu le vois, non. C'est-à-dire que ici, les condensateurs que tu as ici et là servent justement à enlever la composante continue du signal. Donc, le courant continu ici ne traverse pas du tout ce montage. Voilà. Akanoa nous dit, ah, j'avais pas vu le transistor sur le montage, je me demandais d'où venait le gain de 10. Alors, le transistor, il est là, mais c'est pas lié à son gain à lui. Le gain, il va être sur le ratio entre RC et RE. D'accord. Et si tu regardes dans tout mon montage, je n'ai pas du tout utilisé le gain dans le calcul. Donc que tu aies un transistor avec un gain de 10, de 20, de 30 ou de 40, en fait, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Alors ensuite, McCall nous dit, du coup, la résistance de sortie du montage, c'est juste RC. Eh bien oui, tu peux considérer que c'est dominé par RC. C'est-à-dire que là, ça va se présenter comme une résistance quasi infinie, en fait. Tu ne vas pas l'avoir. Tout ça, toute cette partie en rouge, tu peux le représenter comme un générateur de courant parfait. Et un générateur de courant parfait, sa résistance, voilà, je te renvoie au modèle de Thevenin et de Norton. Si tu as un générateur qui est parfait, la résistance qui est à ces bornes là, en fait, elle est nulle, elle est infinie. Tu ne l'as pas. D'accord. Du coup, là-dedans, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la résistance de collecteur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Est-ce que là, il y a encore des questions sur ce montage-là? Est-ce que j'ai répondu à ta question, McCall? Fixo nous dit oui. McCall, du coup, la résistance de sortie devant T faible devant la charge, mais RC grand, fait une grosse amplification. On doit se retrouver vite bloqué. Ça fait partie des limitations de ce genre de montage. En pratique, je ne te cache pas qu'on va très très vite passer sur des montages en ampli hop. Voilà. Quand tu veux des grosses amplifications, euh, tu dégaines l'ampli hop. Hein. Tu ne vas pas rester, tu vas pas rester sur des montages comme ça. Est-ce que je le simule? Écoutez, quelle heure il est? 22h17? Je pense qu'on peut le simuler. Comme ça, on pourra un petit peu mieux le comprendre. Allez, on y va tout de suite. Hop. Donc ça, c'est le montage qu'on avait fait tout à l'heure. D'accord. On va pouvoir le simplifier un petit peu. Donc, je vais prendre quelques valeurs. Est-ce que j'ai un exemple là qui traîne quelque part dans mes feuilles? Laissez-moi juste regarder si dans les trucs que j'avais préparés, j'avais un exemple avec des valeurs. C'est bien. Petit. Code. Attends, ça ne m'importe pas. Voilà, là j'en ai un qui va bien. Alors, on va prendre. Voilà, j'en ai un là qui est pas mal. Donc, une alimentation à 20 volts. Oups. Ah, il me le tolère pas, 20 volts. Pourquoi? Ah, ben si, faut pas taper le V, c'est tout. Ok, donc on va se donner 110 kg ici. Hop, on va se donner ici 10 kg. 1 kg, ça c'est pas mal. On va monter un peu ça. Ensuite, on va se rajouter une petite résistance ici. Voilà.
Là, on est pas mal. Résistance de collecteur, on va se mettre à 10 kg. Donc 10 kg, 1 kg, ça veut dire que normalement, je suis censé avoir une amplification, d'accord, qui se situera aux alentours de 10, hein, moyennant les incertitudes, hop, 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 les incertitudes sur les composants. Ensuite, oscillo dessiné, on va rajouter 2 condensateurs. Tac. Et hop. Est-ce que j'ai besoin de faire chute sortie? Tac, tac, tac. Non, je vais pas en mettre en sortie, en fait. C'est pas la peine. Donc là, on est bon. Je vais tirer juste un fil, histoire de dire que j'ai un fil. Voilà, que vous voyez bien d'où rentrent les choses et d'où sortent les choses. Dessiner. On va se prendre un petit générateur. Je voudrais un générateur AC, s'il te plaît. Voilà. On va s'ajouter un ground. Voilà. On va le faire osciller. Tension max 5. 5, c'est beaucoup trop. Sur 1 volt, ça serait pas mal. Voilà, voilà. Si je ne me suis pas planté en route. Donc, cet oscillo-là, c'est quoi, toi? Comment je te fais disparaître? Youp. Donc, on va choper la tension ici. Le courant, je m'en fous. Voilà. Vous voyez ici, là, j'ai mon signal d'entrée. On va se placer une charge. Alors attendez, ça m'étonne un peu. Tac, 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 tac. Je sature. Alors, attendez, je vois un petit peu. D'accord, je comprends jamais la différence entre les générateurs et les tensions que tu ajoutes au niveau des résistances. Je ne comprends pas ta question, d'accord. Générateur qui est ici, en fait, c'est vraiment voilà, c'est quelque chose qui me génère un courant, voilà, qui va de plus 1 à moins 1, d'accord, 40 fois par seconde. Et les tensions que j'ajoute au niveau des résistances. Ah, tu veux dire ça? D'accord. Ça, c'est des tensions continues, en fait. Hop, celle-là, là, j'imagine, hein. C'est les tensions continues, c'est juste l'alimentation de mon montage, c'est du 20 volts continu. NetEagle nous dit ce montage a aussi des avantages, même s'il n'est pas très linéaire, sa vitesse n'est limitée que par la vitesse du transistor, des condos et des résistances de polarisation. Du coup, avec un NPN radiofréquence, il est possible d'amplifier de très hautes fréquences. Oui, tout à fait, je te rejoins complètement sur ce point. Alors, j'ai été un peu ambitieux là sur le signal que j'amplifie parce que du coup, je clip, hein. Donc, on va partir un peu plus petit. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ici, j'ai un signal sinusoïdal, d'accord, qui oscille de plus 0,5 volts à moins 0,5 volts. D'accord. Et ce signal sinusoïdal, eh bien, il traverse mon montage, sachant que moi, j'ai fait un bias. Je l'ai biaisé, donc c'est-à-dire j'ai recentré le signal. Voilà, je l'ai recentré à peu près à cette hauteur-là, là, vous voyez, de façon à ne pas... je ne peux pas descendre en dessous du 0 volt. Mon transistor, ce n'est qu'un robinet, c'est ce qu'on avait dit. Donc on remonte le point de fonctionnement de façon, en fait, à ne pas du tout dépendre de l'alimentation. En fait, on se recentre à demi-alimentation. Et ici, vous voyez que j'ai un signal qui évolue entre 15 et 5. Donc, qui évolue, voilà, sur hop, 10 volts d'amplitude.
Donc, je retrouve bien ce que je souhaitais autour. Voilà, vous voyez, le montage à simuler, il n'est pas très très complexe au final, hein. Il est relativement simple. J'espère que tout le monde s'y retrouve. Est-ce que tout le monde comprend bien le signal qui est là? Est-ce que ça va? Alors, j'aurais bien aimé pouvoir mettre les deux sur la même courbe. Je ne sais pas si c'est possible, j'ai jamais essayé. Combiner, j'imagine, voilà. Si je combine les deux sur la même courbe, vous pouvez osciller, vous pouvez voir en fait que les oscillations sont en opposition, hein. Quand lui atteint un minimum, lui atteint un maximum. Donc c'est bien ce qu'on disait, c'est à la fois un amplificateur, mais également un inverseur. Le coefficient d'amplification est négatif. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Oui, en entrée, j'ai diminué de 1 volt, tout à fait, Brice. Ok, bon, je suis content si tout le monde s'y retrouve. Bon, si ça c'est clair, j'ai essayé d'être à peu près clair. J'aimerais attirer votre attention sur un petit quelque chose là. Regardez mon montage. J'ai dit, d'accord, qu'en fait, le coefficient d'amplification, c'était RC sur RE. D'accord? Où RC est la résistance de 10 kg que j'ai placée là-haut, et RE est la résistance de 1 kg que j'ai placée en bas. Et on voit que tout se passe absolument comme prévu. Maintenant, que se passe-t-il? Alors là, cascade, je ne l'ai pas essayé en simulation. On va voir s'il se débrouille pas trop mal. Que se passe-t-il? Hop, si je le relis. Alors, j'observe bien, donc vous voyez qu'il clip, hein, en fait. J'observe bien un coefficient d'amplification qui est important. Mais ce coefficient d'amplification n'est pas non plus infini. D'ailleurs, vous voyez, on commence à voir un peu les pentes de la sinusoïde. Donc là, c'est une limitation liée à l'intensité, hein, mais si je diminue drastiquement ma tension, voilà, c'est pas encore assez diminué. Hop. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir quelque chose qui ressemble à un signal? Voilà. Donc vous voyez ici qu'en fait, j'arrive quand même à obtenir une amplification, d'accord? Et cette amplification n'est pas infinie. Or, elle devrait mathématiquement. Si le RE vaut 0, dans l'équation, notre modèle nous dit que RC sur RE, ben, c'est l'infini, je devrais monter à l'infini, ou tout du moins, au moins clipper à l'alimentation. En fait, si vous retirez la résistance d'émetteur, vous constaterez une amplification qui tournera autour de 400 à peu près. Et qui montre en fait que notre modèle de transistor est loin, loin d'être absolument parfait. Voilà. Ce modèle de transistor-là, il va bien, d'accord, pour les premiers raisonnements, mais on va l'étendre. On va utiliser un premier modèle qui s'appelle le modèle d'Eber-Small. Et ce modèle-là, on l'étendra encore une fois pour représenter des non-linéarités. Donc on ira voir les modèles pi, etc. Mais tout ça pour vous faire comprendre que le transistor est un objet physique, un objet complexe, voilà, que nous modélisons pour l'instant avec 4 lois très très simples, et que ces 4 lois nous permettent de le représenter dans une certaine région de fonctionnement. Dès qu'on sort de cette région, notre modèle n'est plus valide, il ne représente plus correctement la réalité. Et pour réussir à aller plus loin, voilà, eh bien, il va falloir qu'on revoie un petit peu notre modèle et on va passer à un autre modèle qui est plus évolué. Donc, des modèles de transistors, il y en a quand même pas mal en fait, hein. C'est-à-dire que si on regarde modèle Eber-Small dont je parlais, modèle modèle pi, voilà, qui est un modèle assez classique. Toi nous dit le modèle de ouf qu'il y a dans les modèles Spice de niveau maximum. Ben justement, ces modèles-là sont des modèles plus complets qui vont nous permettre de mieux représenter le transistor au fur et à mesure. Si tu regardes dans Spice,
normalement, hein, il y a des modèles qui sont très complexes qui permettent de placer le point de fonctionnement. Et puis après, on peut simplifier suivant la zone où on est avec des sous-modèles qui sont plus simples. C'est une possibilité. Donc là-dedans, je vais vous laisser sur ce petit cliffhanger pour cette semaine. C'est-à-dire que on va s'arrêter là. On va regarder gentiment osciller notre belle courbe. Et puis, on va se dire que la semaine prochaine, on va perfectionner notre modèle de transistor. On va utiliser le fameux modèle Ebersmol. Et ce modèle-là, en fait, eh bien, il va nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension des montages qu'on a fait pour le moment et de les représenter réellement, comment dire, plus précisément et dans une gamme de fonctionnement plus large. Voilà. J'espère que tout ceci vous a plu. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. J'espère que on pourra très très vite disposer de la caméra et aller visionner tout ça à l'oscilloscope. Voilà. En attendant, je vous dis rendez-vous probablement demain chez Emile pour ceux qui y seront et sinon bah, pour ceux qui veulent après-demain ici. Voilà. Après-demain, on continue autour de la STM32. On va continuer à faire joujou. J'espère que bah, tout ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.